Bonjour, bienvenue à la capsule Corps et Culture, une présentation que j'ai élaborée pour l'organisme communautaire Arrimage-Estrie, qu'on aime tant. Mon nom, Pierre-Philippe Lefebvre, je suis sociologue de formation. Est-ce que je pratique la sociologie? Je l'enseigne, mais je la pratique encore dans mesure où je lis, puis j'essaie encore d'élaborer des projets de recherche. Donc, je me présente surtout comme un prof et moins comme un sociologue. Mais je suis bien sociologue de formation. J'ai aussi quelques années d'expérience dans le milieu communautaire, direction de regroupement d'organismes, fait que je connais un peu les problématiques. Voilà. Je suis père de famille, j'ai une variété d'activités dans ma vie, je fais des activités physiques et tout ça. Et depuis quelques années, je m'intéresse à Arrimage-Estrie pour plein de raisons. J'ai déjà vécu moi-même des enjeux corporels. Présentement, je suis en paix avec tout ça. C'est important. Mais je le dis parce qu'à un moment donné, c'est une obsession que j'ai entretenue. Et j'ai besoin un peu de redonner aux gens qui vivent ça. Fait que c'est toujours intéressant pour moi de m'impliquer chez Arrimage-Estrie. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est fort simple. Là. Je vais vous dire plusieurs choses, mais l'essentiel tient en peu. Tu sais, en gros, là, la présentation a fait deux ou trois choses. Un, on va voir quel est notre rapport au corps et comment ce rapport-là au corps, le nôtre et celui des autres, va se définir par la culture au sens très large. Puis là, on va voir que la définition de ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est fort, ce qui est faible, ce qui est utile, ce qui est inutile, ce qui est jugé en marge, ce qui est jugé acceptable, tout ça va varier d'un cadre culturel à l'autre. Fait que, tu sais, ça va être très large, très conceptuel, mais j'espère que ça va toujours être intéressant. Sinon c'est plate. Ça me tente pas de donner de quoi qui est poche. Fait que voilà, c'est dit. Fait que c'est ça le but, OK? Quelques affaires avant qu'on se lance, parce que je suis déjà en train d'échapper des petits éléments. Je suis quelqu'un qui est très analytique, fait que par moment, ça se peut que je présente des affaires de manière un peu brutale. Fait que je vous fais un avertissement tout de suite. Si vous n'êtes pas à l'aise avec certains mots, ça se peut que j'emploie des mots que je qualifie ce qu'on appelait dans le temps des difformités de corps, des imperfections. Il y a des bouts où je parle des sociétés traditionnelles, puis il y a quand même du contenu où je peux évoquer des idées assez violentes, directes, parler de mort et ainsi de suite. Si tout ça, ça vous fait vous sentir inconfortable, soyez à l'aise de ne pas écouter la capsule directement. Puis voilà, vous pouvez écrire à Arrimage, puis on va trouver une manière de vous livrer le contenu d'une autre manière. C'est correct. Parce que sinon, comme en classe, moi je vais un peu vite, je présente les affaires des fois sans jugement moral. Et des fois, ça peut être un peu choquant. Fait que je le dis. Voilà. Alors, on se lance, pourquoi pas, why not? Fait qu'il y a deux grands axes qui sont là. Je vais parler de symétrie et de beauté, un peu tout ça, ou du corps. Puis, le corps de l'homme et de la femme. Je vais terminer avec un commentaire sur le corps féminin, pourquoi pas, parce que c'est un enjeu qui touche beaucoup les femmes pour plein de raisons que vous savez déjà sans doute, sur lesquelles je ne repasserai pas, mais la femme porte une charge quand même symbolique, très lourde au niveau de l'apparence. Mais comme le temps file déjà, je vais me lancer tout de suite dans des éléments de présentation. Fait que c'est les deux choses, j'essaie de faire ça en dedans de 30 minutes, on se lance. Alors, on y va. Ce qui m'a amené à cette présentation-là, c'est une réflexion sur la symétrie. Okay? Tout ce qui est symétrique a tendance à être jugé agréable. Voilà. Tu sais, quand il y a une équivalence entre les proportions, tu sais, on va parler à ce moment-là, puis je vous ai mis les mots-clés, là, harmonie, continuité, symétrie, beauté, ça va être associé même dans les anciennes cultures, comme quelque chose étant de très noble, quelque chose qui élève. Puis si vous regardez, puis vous pouvez faire une recherche là-dessus, je vous invite à le faire, c'est assez fascinant, là. Faites des recherches sur le nombre d'or. The Golden Number, qui appelle en anglais, j'aime ça des fois lancer un mot en anglais comme ça fait bien. The Golden Number. Faites une recherche là-dessus, c'est la proportion 1,618, je me l'étais noté, qui est utilisée en construction, en architecture. Puis, il y a même un chirurgien qui a élaboré des interventions pour mesurer le degré de beauté des visages et des corps avec ce chiffre-là. Puis ça peut donner des affaires assez impressionnantes. Là. Comme par exemple, si, là je regarde mes pieds,
Si vous partez de vos pieds jusqu'à votre nombril, ça vous donne une proportion. Puis si vous ajoutez généralement 1,618, ça vous mène jusqu'au sommet de votre tête. Et même chose, votre première phalange a une proportion, une longueur. La deuxième, c'est si tu multiplies par 1,618. Et la dernière, elle va être 1,6 fois plus longue que tes deux premières. T'sais. Et quand on mesure l'agréabilité d'un visage, au regard, il y a des traits comme ça qui vont se mesurer, comme par exemple proportion du nez, longueur de la bouche, ça va correspondre aussi à ces mesures-là. Puis il y a des chirurgiens qui ont même élaboré des masques comme ça pour mesurer comment un visage va nous plaire. Fait que des proportions égales ont tendance à être jugées agréables. Là, je suis certain que tout le monde regarde ma face puis se dit ouais, c'est une face agréable. Je ne suis pas connu comme étant la personne avec le visage le plus agréable parce que je souris pas assez. Ça sera dit. Je fais souvent des blagues là-dessus en classe. Mais vous allez voir, les acteurs et actrices à Hollywood jugés les plus beaux ou agréables ou plus belles, selon les standards de beauté, évidemment, c'est des gens qui généralement ont une proportionnalité au niveau du visage assez fascinante. Denzel Washington était un exemple de ça pendant longtemps, comme ayant un visage et des proportions très symétriques. Voilà. La contrepartie de ça, c'est quoi? L'asymétrie, le déséquilibre est souvent jugé comme quelque chose de laid, d'ambigu, de pas clair, de difforme, de mauvais ou de tordu, quelque chose qui est en marge, qui ne devrait pas être, ou ainsi de suite. Fait qu'on va avoir beaucoup de commentaires parfois durs là-dessus. Voilà, fait que j'ai ce point-là de départ, en fait, qui peut vous sembler un peu ésotérique, là, mais comme point de départ pour cette capsule. Voilà, fait que ça, c'est ma réflexion initiale. L'autre chose, j'aime ça toujours définir les concepts. Je le fais en classe comme prof, puis je veux le faire avec vous autres. T'sais, courte réflexion sur c'est quoi le corps. Puis là, tu dis, voyons, vas-tu définir c'est quoi un corps? Un peu. Je pense que c'est utile. Tu sais, ton corps, c'est un référent identitaire. C'est-à-dire que quand tu penses à qui tu es, tu te définis par ton corps. Tu es un corps. Tu te regardes le matin, puis les gens te rencontrent par l'entremise de ton corps. Ton non-verbal va être fort ou faible. Tu vas signaler quelque chose dans l'environnement. Puis on va reconnaître des caractéristiques par ce qu'on voit, puis on va te juger. Ce qu'on appelle la différenciation, là, on t'insère dans la structure de dominance hiérarchique de ta société. On va mesurer ton agréabilité, tout ça, et ça passe par ton corps. Au niveau du visage, c'est spécialement vrai. Quand tu te regardes dans le miroir, tu réfléchis à ta vie et ainsi de suite. Je dis souvent en classe, c'est pour ça, entre autres, que quand on est victime de quelque chose, quand on a vu quelque chose qui nous choque, quand on veut se ressaisir, des fois, on va se regarder. Et c'est pas rien, là, le mot réflexion vient de là. J'ai une réflexion, c'est-à-dire que je réfléchis à quelque chose dans ma tête. Donc, je le pose à ma conscience pour une deuxième fois. J'ai vécu quelque chose et je le réfléchis. T'sais. Fait que pour apprendre à te connaître, veux pas, tu te connais par le regard des autres, tu te connais par les commentaires que tu reçois, puis à un moment donné, c'est une narration que tu as dans ta tête, que tu intègres ou non. T'sais. Puis là, tu vois ton visage, puis tu dis, OK, je suis jugé beau ou belle, puis c'est vrai, je m'aime, ou ainsi de suite, ou je dois me maquiller pour me sentir bien, ou je dois me modifier un peu, ou peu importe ce que tu as à faire. Cette narration-là nous vient de la culture. Tu sais, la culture, c'est l'autre bout que je définis, corps et culture. Voilà, la culture, c'est l'ensemble des références symboliques d'une société. Ta langue, tes habitudes, manière d'être et d'agir, comment tu bouges, comment on se parle, tout ça. Je ne qualifierai pas trop les niveaux de culture parce que le temps file déjà et m'échappe, mais je vous dirais juste que le quotidien, c'est ce qu'on appelle la culture première. Puis quand tu réfléchis à ce que tu vis, c'est un autre niveau de culture. L'éducation, le fait que tu écoutes une capsule là, tu es dans une réflexion sur ton quotidien, tu sais. Sinon, quotidiennement, tu fais juste vivre sans te poser de questions et ça, c'est également culturel. Tes manières d'être, de parler, d'agir, d'interagir. On y va. Là, je ne veux pas parler trop vite puis vous étouffer, mais je commence à accélérer quand même les éléments. Alors, on a ici à gauche, si vous voyez, Kim Kardashian, qui est une vedette là, voilà, du monde des médias, qui s'est fait connaître beaucoup avec un sextape, voilà, ou avec ses ébats sexuels. Elle est riche, elle est jugée comme très belle. J'ai mis la forme du sablier de l'autre côté. Faut dire que c'est
Cette photo-là là, date un peu. 2019, c'était au gala Met que ça s'appelle, où la mode et l'art se rencontrent, puis on essaie un peu de pousser les affaires. C'est une robe dans laquelle elle s'est insérée, je tiens à le dire, grâce à une équipe qui l'a aidé à rentrer dans sa robe. Elle ne rentrait pas là-dedans toute seule, la pauvre Kim. Là, elle a eu besoin d'aide. Il y a même une vidéo, je pense, d'une dizaine de minutes là, sur YouTube où on voit comment elle est rentrée dans la robe. J'attire votre regard sur... oui, j'ai pas besoin d'attirer le regard à grand place. Je pense que vos yeux, ils vont tout seuls. Là. Mais sur la symétrie puis l'espèce de proportionnalité de ce corps-là qui est impressionnant. Impressionnant, pourquoi? Parce qu'il y a des courbes, mais juste à des endroits jugés avantageux. Fait que, tu sais, très mince de taille, ou en tout cas, la taille, on voit qu'elle est mince, et des courbes qui suggèrent des attributs sexuels ou de la reproduction, ou culturellement, je pense que c'est très sexuel ce qu'on voit. Et c'est un corps quand même qui signale quelque chose. Qu'est-ce qui est signalé ici? Ça signale une forme de rareté. Je crois qu'un corps naturellement ne va pas avoir ces courbes-là comme ça à ces endroits-là. Donc ça signale une rareté, ça signale de la richesse, ça signale un statut social. Tu sais? Voilà. Alors, à retenir, ce corps-là signale une position, ça signale un temps pour s'en occuper, ça signale un investissement, ça signale peut-être des attributs génétiques, peu importe, tu sais, des chirurgies, mais clairement, c'est un message qui est envoyé. À ce moment-là, je sais plus, je pense qu'ils sont plus ensemble, là, mais c'est la conjointe du rappeur Kanye West, j'ai toujours de la misère à le dire. Donc, c'est avantageux pour lui aussi d'avoir une femme comme ça qui signale des attributs puis une grande beauté. Je ramène souvent ça au pan. Vous voyez la queue du pan qui est jugée quand on le regarde comme un handicap parce que c'est lourd. La queue du pan sert à séduire la femelle. Si vous regardez cette incroyable queue de pan-là qui est déployée dans la nature, qu'est-ce que la queue de pan signale? Pourquoi un pan mâle arrive à traîner ça, par exemple? Ça signale qu'il est capable quand même de fuir les prédateurs tout en ayant cet incroyable attirail là, derrière lui qui traîne et puis qui est capable de déployer pour séduire. Ça signale à la femelle, je suis un mâle capable, je suis un mâle intéressant dans ta hiérarchie et ça vaut la peine de se reproduire avec moi. Tu vois, c'est l'équivalent du Tinder, mais chez les pans. C'est cette incroyable queue-là qui est déployée pour signaler à la femelle l'intérêt. Voilà, fait que c'est comme si ça signale tes gènes supérieurs. Puis vous voyez, il y a aussi là une idée de symétrie au niveau des cercles. Puis quand vous regardez ça, il y a quelque chose de majestueux, de quasiment hypnotique. Puis on a un peu toujours, tu sais, ça existe dans la nature, puis je vous dis pas que c'est naturel, mais on a un peu toujours fait ça. Quand on s'inscrit d'une hiérarchie, on signale quand on est en position avantagée, tu sais. Puis on peut le signaler avec notre corps, puis on peut le signaler au niveau culturel. Puis c'est l'essentiel de mon commentaire aujourd'hui, tu sais. Puis on va être jugé agréable d'un contexte à l'autre, puis d'une culture à l'autre, et ça va varier. Puis là, vous regardez ici, là, je commence à naviguer un peu, j'essaie de rester au bon endroit pour la capsule. On commence à naviguer un peu à travers les époques. Tu sais, parce que je ne veux pas vous donner trop de dates, puis je ne veux pas vous saouler avec des continents, puis des sous-cultures, puis il y a des éléments qui vont vous sembler évidents. Tu sais. Mais vous regardez les premières statues qu'on a d'hommes et de femmes, ils ont généralement peu de muscles. Des fois, ils sont très, très sexués. Là. Il y avait des statues incroyables de femmes avec des seins gigantesques. Ça suggère la fertilité et la reproduction. Ça suggère des éléments qui sont importants culturellement. Puis là, vous voyez des statues d'hommes plutôt peu de muscles, puis on est beaucoup, beaucoup concentré sur la fonction du corps. T'sais. Graduellement, les civilisations anciennes, dans leur représentation, ils vont muscler les statues masculines, puis féminiser, ou en tout cas mettre des attributs féminins clairs au niveau culturel sur les statues féminines, alors des caractéristiques parfois genrées, des fois exagérées, pour signaler quelque chose. Souvent, chez la femme, on va du côté de la douceur, du côté angélique, puis du côté homme, on va du côté très affirmé, viril, et ainsi de suite. Puis, tu sais, c'est des caractéristiques, des fois, qui vont nous donner des attributs qu'on juge extrêmement souhaitables au niveau culturel, des attributs divins, des attributs des dieux, les dieux grecs, et ainsi de suite. Pour vous donner des petites infos pour le fun, à peu près tous les philosophes en Grèce antique pratiquent également la lutte. Fait que, tu sais, on a comme une symétrie entre les différentes pratiques. Fait que tu exerces ton corps, ça permet à ton esprit de se reposer, tu exerces ton esprit. Tu es un individu qui se cultive à plusieurs niveaux.
Ça se voit dans ton corps, ça se voit dans ta manière de parler. Donc, tu signales ta place dans la hiérarchie. Les esclaves n'ont pas ce temps-là, évidemment, où ils sont juste utilisés à une chose, c'est des corps qui s'éreintent et qui s'usent. Ils vont systématiquement ou presque être jugés moins beaux et ainsi de suite. Puis là, on se voit comme ça par classe dans le groupe. Puis même le mot gym que vous connaissez, tu dis je vais au gym, ça vient du mot gymnos, qui veut dire nu. Fait que tu sais, on s'entraînait nu et ainsi de suite pour cultiver ses forces. Puis tu sais, quand tu es nu, généralement, tu te sens vulnérable. C'est le cas pour une majorité de la population, là. Quand on est nu, on se sent vulnérable et c'est dur de lutter comme ça. Il faut que tu mobilises jusqu'à tes dernières ressources. Fait que si tu es capable de te cultiver dans un espace comme ça, on s'attend à ce que tu atteignes l'excellence, un peu comme défini chez les Grecs. T'sais. Puis tout ça signale, ton statut va augmenter dans ces sociétés-là, dans mesure où, conformément à ta hiérarchie, tu prends des risques pour ton groupe. Tu prends des risques pour ton groupe, puis ça signale que tu es ce pan-là qui a été capable, qui est récompensé par le groupe pour tout ce que tu es capable d'accomplir, tes écrits, tes paroles, tes prouesses aux Olympiques, et ainsi de suite. Donc, premier contexte culturel sur lequel je reviens, puis là, je commence à filer parce que je vais aller plus vite avec la suite. Société à détermination traditionnelle. Tu sais, pendant longtemps, l'humanité a été là. Pour plein de raisons. Les sociétés plus traditionnelles, plus collectives, c'est des sociétés qui luttent pour survivre. Donc, c'est des corps qui vont être concentrés sur la survie. Quand tu es dans un état de survie, souvent, c'est parce que tu es dans un environnement où il y a des pénuries. Tu as des manques. Il manque de nourriture, manque de chaleur, manque d'eau, manque de tout. C'est des sociétés où la mortalité infantile, le taux de mortalité infantile est très élevé. On côtoie la mort quotidiennement. Il y a des coins du monde là, où c'est un cataclysme après l'autre, où ils sont pratiquement toujours dans un état de guerre ou de famine. Ben, dans ce temps-là, il va émerger dans ces contextes-là des caractéristiques de la société traditionnelle. Il y a quelque chose de très fort dans cette société-là. Plus tu es capable de prendre des risques pour le groupe, clairement, plus tu es récompensé. Tu sais, les guerriers sont des guerriers, ils vont à la guerre. Les femmes ont beaucoup d'enfants de manière typique traditionnelle. Et ils vont qualifier ça de richesse. C'est ce qu'on appelle une solidarité mécanique, c'est qu'on a des rôles clairs. Le roi est roi, les guerriers sont guerriers, les hommes ont 2-3 trajectoires de prescrites, les femmes aussi, un rôle qui souvent est plus domestique, plus familial. Puis comment on va, dans ces rôles fixes-là, établir ce qui est beau. Mais tu sais, la beauté est souvent liée à la rareté et des traits qui culturellement sont jugés favorables. Fait qu'à ce moment-là, dans les sociétés traditionnelles, à travers le temps, on a souvent vu le fait d'être gros ou grosse, la grosseur du corps, comme étant un avantage parce que ça signale que tu as une richesse. Ça signale que tu as des ressources abondantes. Fait que dans un état de pénurie, avoir beaucoup de courbes, c'est jugé comme avantageux. Puis on l'a vu, les classes oisives, historiquement, étaient souvent avec des corps plus gros. T'sais. Puis les femmes, c'était un indice de féminité, d'être féconde, puis on regarde et ça signale que tu es une partenaire sexuelle enviable dans ta hiérarchie sociale. Fait qu'il y a comme un intérêt là quand même, puis c'est une autre manière de voir le corps. Il y a encore des coins présentement, puis je dis pas qu'ils ont évolué puis changé, là. Mais il y a encore des sociétés plus traditionnelles sur certains continents où les courbes sont jugées favorablement. À certains endroits, entre autres au niveau du postérieur et ainsi de suite, c'est jugé très enviable par la population. J'ai accompagné un groupe d'étudiants et d'étudiantes à Cuba et c'est un commentaire qu'une étudiante me fait de manière tout à fait candide. Là, aïe aïe, je me trouve pas belle, admettons, au Québec parce que j'ai des courbes à tel endroit. Les Cubains capotent. T'sais, un bon vieux mythe que vous connaissez, puis je reviens encore sur cette idée-là de symétrie. Puis ça, c'est un mythe sur lequel j'aimerais revenir dans une autre capsule. Le personnage de Milon de Crotone qui petit, s'est fait donner un veau qui traînait chaque jour, puis il traînait son veau tous les jours. C'est une histoire qu'on a racontée. C'était un athlète à l'époque, ou réputé athlète. Là. Il y avait toutes sortes de prouesses physiques. Mais jeune, on a dit qu'on lui avait donné un veau. Puis le veau grossissait, puis devient éventuellement un bœuf ou une vache. Puis il était capable à la fin de lever un taureau ou un bœuf. C'est un mythe. Mais c'est un mythe qui montre que l'entraînement quotidien, puis être à ta tâche, jouer ton rôle, ça cultive ce qu'il y a de meilleur en dedans de toi. Ça te rend fort, ça te rend plus grand que nature. Et donc, tu montes dans ta hiérarchie sociale.
Fait que tu sais, il y a encore là cette idée-là de symétrie. Tu mets tant d'efforts, tu récoltes tant. C'est assez incroyable pour le bénéfice du groupe. Une image de guerre, je vais vite, j'ai peu de temps pour ça, mais c'est des images juste pour vous montrer des fois comment la société traditionnelle, pas toutes, mais beaucoup, vont cultiver un état de guerre puis des rôles fixes. Mais comme le temps file, je veux aller un peu ailleurs avec vous, si vous permettez. Tu sais, puis regardez, là, le temps va passer, à un moment donné, l'écriture apparaît et ainsi de suite, et se démocratise. L'écriture était là, mais je veux dire, elle va se répandre dans la population de manière plus large. Et là, on va se mettre à qualifier, puis c'est très, très religieux, là, ce qui est bas, ce qui est inférieur, ce qui est immoral, c'est ce qui est mal, et ce qui est élevé, ce qu'on prend le temps de faire, ce qui est, on va qualifier ça de raffiné et divin, tu sais. Fait que... on va avoir des contes comme ça où tout ce qui est lumineux est divin, puis tout ce qui est sombre, lumineux, blanc ou ainsi de suite, raffiné. Le mot raffiné dit ça. Là, quand on raffine un produit, on enlève des valeurs nutritives, mais on le blanchit. On a pris du temps pour intervenir. C'est jugé comme plus précieux. Ça devient divin. Puis ce qui est obscur, noir, vil, paysan, les gens qui sont pognés juste à travailler avec leur corps, qui n'ont pas le temps ou la richesse d'être oisifs, c'est généralement jugé moins bon, moins beau. Puis là, je vais tranquillement vers d'autres époques pour vous amener un commentaire sur notre société actuelle. Quand je donne présentement des séances sur le sport, puis je fais partie de ces sociologues-là, c'est une position qui n'engage que moi. Pour moi, le sport a été inventé par les Anglais. Tu sais, quand exactement, j'aime pas donner de date, là, mais tu sais, pour moi, c'est clairement après 1200, 1300, parce qu'on se met à codifier les règles et les engagements. Tu sais. Puis c'est l'apparition aussi, 1400, 1500, 1600, puis surtout au siècle des Lumières, c'est l'apparition de la quête occidentale pour la science. Alors, l'esprit scientifique émerge. On se met à tout codifier, on met des règles pour tout, on se met à se dire qu'on peut dominer la nature. Tu sais. Puis le mot sport est anglais. Dans l'Antiquité, oui, on a des pratiques physiques. Puis oui, il y a des Olympiques, mais c'est très, très religieux. Là. Il y a même des athlètes qui ont été exécutés après des échecs. Puis les règles changent. Ils ne sont pas toujours les mêmes. Il n'y a pas vraiment de catégorie de poids non plus dans les affrontements. Tu sais, as quelques règles, mais c'est un peu le chaos. Quand on met des règles, on peut se mesurer par rapport à une échelle d'excellence. Puis ça nous permet de challenger, de défier les autres empires. Tu sais. Fait qu'on court un peu pour repousser les limites, puis on se défie là-dedans d'un empire à l'autre. Puis tu sais, fait qu'on se met à tout codifier. Je vous montre quelques images. Vous avez Louis Cyr d'un côté, puis tu sais, vous avez Eugene Sandow qui était dans une grande rivalité, tu sais, plus tard, mais qui témoigne pour moi de cette espèce d'esprit-là, d'excellence, là, cette quête-là un peu folle, tu sais. Puis Louis Cyr, tu sais, vous le regardez, il n'est pas très défini, hein. Louis Cyr appartient à une classe sociale populaire, c'est un homme de la terre que je trouve formidablement beau à sa manière, mais tu sais, gros et fort, tu sais, puis c'est le paysan, c'est ton Québécois, c'est ton homme de la terre qui a l'air lui-même d'une roche qui sort de la terre, qui témoigne de cet engagement-là des familles là-dedans. Puis tu sais, de l'autre côté, tu as l'athlète anglais qui est son rival, Eugene Sandow, qui ressemble beaucoup plus à une statue, qui est statuesque, tu sais. Puis je vous envoie la réflexion, hein, c'est un peu comme ça, tu dis, OK, on le juge beau, mais en même temps, pourquoi on le juge plus beau que Louis Cyr? Ben, tu as un commentaire de classe et culturel. Parce que tes Anglais dominent, parce que c'est l'Empire britannique d'un côté, très détaché, très noble, qui regarde par en haut comme une statue, qui veut appartenir à une espèce d'héritage grec qu'on invente un peu quelque part, ou qui devient romantique. Puis Louis Cyr, lui, regardez, il lève quasiment quoi, ses amis, sa famille, et ainsi de suite. Il émerge de la terre. Puis c'est cette espèce de commentaire-là des Canadiens français, puis de la paysannerie, tu sais, de dire, hey, on est un peuple fort, et ainsi de suite. Toutes les pratiques sportives pratiquées par ta population ont tendance à être dévalorisées. Puis ce qui est le plus valorisé, c'est les sports jugés plus nobles et les pratiques faites par ton colonisateur. T'sais, fait que même là, quand on qualifie la beauté et ainsi de suite, et ce que c'est, vous voyez qu'il y a comme une espèce de biais où ta hiérarchie sociale se retrouve dans le commentaire. T'sais. Qui va subir le plus la hiérarchie sociale, vous voyez, je vais rapidement sur ça, mais vous voyez l'apparition des Bloomers ou Annette Kellerman, ben, regardez là, les femmes quand elles commencent à pratiquer les sports, plus tard, parce que généralement on qualifiait
les pratiques uniquement esthétiques pour les femmes, c'était gymnastique, danse et ainsi de suite, un peu d'escrime, mais tu sais, des pratiques qui affinent le corps. Puis pour les hommes, c'est une autre forme de pratique plus compétitive, là, où on affirme quelque chose. T'sais. Mais vous voyez là, comment ça prend du temps avant que les femmes puissent s'inscrire dans les pratiques sportives. T'sais. 18-51, ça c'est... la personne à gauche est équipée pour courir. C'est un peu hallucinant, là, courir dans cet accoutrement-là, mais c'est les premières tenues. Puis de l'autre côté, 1907, Annette Kellerman, ça c'est le premier costume de bain, c'était jugé hyper sexuel, cette affaire-là. Là. Parce que c'est très moulant, puis on voit ses courbes. Puis si vous voulez lire des commentaires avilissants sur les femmes dans le sport, googlez les citations de Pierre de Coubertin, puis vous allez voir, c'est complètement hallucinant. Là. J'y vais de mémoire, là, mais il disait des Olympiques, je pense qu'il disait des Olympiques femelles ou féminines sont inélégantes, inintéressantes, impensables. T'sais. Fait que oui, Pierre de Coubertin a contribué à fonder les Jeux olympiques, puis on peut reconnaître là, son mérite là-dessus. Mais je le dis en classe, par rapport aux femmes, ces commentaires sont horribles. Je pourrais faire le même commentaire sur Winston Churchill, qui est quelqu'un de super inspirant pour la motivation puis la politique. Puis quand on lit ce qu'il a dit sur l'Afrique et les colonies africaines, c'est des horreurs. Qu'est-ce qui se passe à notre époque, ou plus proche de nous? Puis tu sais, je termine là, dans mon dernier 5 minutes, puis je vous fais un petit commentaire, puis je vous laisse sur ça. Là, on n'est plus dans un état de survie puis de pénurie. On est dans une société quand même où il y a de l'abondance. On a une abondance de loisirs, une abondance de choix, une abondance de partenaires sexuels si on veut, une abondance de stimulation. Ma capsule va tomber dans un univers Internet où vous pouvez en regarder 82 par jour si vous voulez. Il y a une abondance de tout. Puis là, il y a comme une inversion qui se produit, graduelle, où la minceur est associée à la santé et à la richesse, puis la grosseur est associée à la oisiveté, puis au fait qu'on ne prend pas soin de soi, tu sais. Puis, de manière globale, les gens qui dirigent puis qui deviennent des modèles sont plus tant des gens qui prennent des risques pour le groupe. Ce qu'on note souvent, c'est que les gens qui dominent transfèrent les risques vers le groupe. Je pense aux banques, je pense des fois aux dirigeants, je pense aux gens qui vivent pas les inconvénients de leur acte. T'sais. Puis je trouve ça fascinant comme société où on a des classes entières qui transfèrent le risque de leurs actions vers la population. T'sais. Puis avec un corps qu'on prend le temps de cultiver, puis qui est présenté comme mince ou avec des muscles aux bons endroits, qui sont comme des corps un peu étranges, hypertrophiés, bizarres, alors que quotidiennement, quand on se voit sans filtre, on voit qu'on n'a pas vraiment ces corps-là. Fait qu'on a même des outils qui vont favoriser la symétrie de notre visage, des outils qui vont nous éclairer différemment, des outils qui vont nous présenter différemment. Puis de plus en plus, on est peut-être un peu détaché du monde réel. Fait que c'est une espèce de commentaire poétique que je vous fais remarquer que notre rapport à l'environnement aussi, c'est ça. On constate que la nature existe, que l'environnement existe parce qu'il est en crise. Puis on vit dans une espèce de petite bulle où on se dit, OK, la crise environnementale, ouais, c'est un peu détaché. Mais tu sais, on nous propose des modèles que je trouve de plus en plus irréalistes. Puis Arrimage, heureusement, s'inscrit dans une autre mouvance. Je vous montre des modèles irréalistes, puis je vous fais un commentaire, OK? Puis c'est un peu je m'en vais vers la conclusion. Là. Regardez ici, OK? Vous avez des hommes que vous pouvez juger beaux, là. C'est des gens qui pratiquent le culturisme. C'est une discipline sportive. Pourquoi c'est une discipline sportive? Parce qu'on compétitionne. Notez que l'entraînement physique, l'entraînement en salle, ça apparaît dans les années 1930. Avant ça, tu peux t'entraîner, mais tu lèves des roches, des souches. Comment un fermier appelle une journée d'entraînement, il appelle ça une grosse journée, ça la ferme. Tu n'as pas d'intérêt à t'entraîner. Voyons, tu fais ta journée. Mais à un moment donné, on cultive cette idée-là de compétitionner. Puis je vous ai montré Louis Cyr et Eugene Sandow plus tôt. Louis Cyr est plus du côté de l'homme fort. Sandow est très fort, mais beaucoup plus... avec un souci esthétique plus grand. Typiquement british. Là, je vous en montre, puis je vous fais un commentaire. Regardez ça, c'est des champions de 1945 à 2005. Complètement à gauche, vous avez Clarence Ross, qui est Monsieur Amérique ou l'équivalent, là, Mr. America. Un gars de 5 pieds et 10, avec un tour de biceps de 17 pouces. Il pèse 185 livres.
OK? Fait que là, ça, c'est après, post-Deuxième Guerre mondiale. On se doute qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts à la guerre, qui sont peut-être pas disponibles pour compétitionner pour plein de raisons, là. C'est le commentaire que je vous fais. OK? Deuxième, vous avez, à ce moment-là, Larry Scott, qui est là. J'essaie de ne pas me tromper. Ouais, 1966. Puis là, c'est les concours là, officiels qui sont lancés là, de Mr. Universe ou ainsi de suite. Les concours de Mr. Olympia qui sont là, pardon. Fait 5 pieds 7. Vous avez son poids, 205 livres. Et il y a 20 pouces au niveau du tour du bras, biceps, triceps. À côté, l'extrêmement connu Arnold Schwarzenegger. Voilà. 6 pieds 2. 27 pouces au niveau du bras, biceps, triceps, alors quand on fait le tour. Champion en 1975, il montait là, sur scène à 2,30, 2,35, 2,40. Puis vous voyez, là, c'est une masse là, incroyable. C'est un physique que vous pouvez apprécier, là, mais c'est une masse quand même assez hallucinante. Et vous avez Ronnie Coleman, j'ai arrêté à lui parce que je me suis calmé à un moment donné. 5 pieds et 11, un massif 295 livres, ça arrive qu'il monte au-dessus de 300 ou ainsi de suite. Et regardez comment c'est un physique improbable. Là. Vous pouvez juger ça beau ou non. On s'entend que c'est disproportionné, ça fait partie de la discipline. Là. C'est ce qui va vous peut-être vous le rendre désagréable à l'œil. Revoir mes commentaires sur la symétrie, là, il y a quelque chose de disproportionné dans tout ça. Mais toujours est-il que c'est quand même un champion qui travaille fort. Je ne veux pas enlever son travail aux commentaires que je fais. Mais quand vous regardez sa circonférence de bras, biceps, triceps, c'est une immense affaire de 24 pouces. Si on regarde entre 45 et 2005, la grosseur de la circonférence de bras de Coleman est grosse comme la jambe de Clarence Ross. Autrement dit, on pourrait en faire une blague, là, mais les jambes de Ross, c'est les bras de Coleman. Fait que les jambes de ton premier à gauche, c'est les bras de ton dernier à droite. C'est hallucinant comme modification corporelle. T'sais. Le seul autre mammifère qui a connu une modification corporelle de la sorte, c'est les vaches et les bœufs. Parce que, pourquoi? Puis vous le savez, là, je veux dire, on va pas se mentir. Deuxième Guerre mondiale, puis regardez, la pharmacologie explose, OK? Fait que ça, c'est ton premier à gauche, donc pré-stéroïde. Ton deuxième, les stéroïdes anabolisants sont inventés autour de 1960, ça circule, tu sais. Ton troisième, là, il y avait des hormones de croissance puis des procédures expérimentales, plus les stéroïdes anabolisants. Puis je fais juste dire que l'industrie bovine, au niveau de la masse, a tendance à suivre les champions du culturisme, tu sais. Donc, mon commentaire est là. On nous propose des fois des modèles où on fait circuler, puis je vous dis pas que c'est un modèle là, pour tous les gars, là, mais on nous fait circuler des images où ça n'a rien à voir avec la réalité, ou très peu, c'est une réalité modifiée, dopée, j'ai envie de dire, puis exagérée. C'est un commentaire extrême. Pour les femmes, et j'essaie de conclure, j'ai dépassé un peu. Pour les femmes, vous voyez, ça a varié. Les femmes qui accompagnent, qui des fois vont être un objet sexuel ou qui vont servir à valoriser les hommes. Vous avez eu des modèles là, où on avait les filles avec des courbes, j'ai envie de dire, avantageuses. Là, puis je ne l'ai pas montré ici, mais tout le monde pense à Marilyn Monroe, qui vivait de grossesses multiples, donc il y avait un corps qui préparait la venue d'un enfant, donc c'est quelqu'un qui avait quand même des courbes, et c'était relativement valorisé à ce moment-là, tu sais, puis on peut la qualifier là, à d'autres niveaux pour sa beauté, puis ce qu'elle avait l'air, puis sa présence sur les scènes, puis son art du spectacle, tout ça qui faisait partie, je crois, de comment elle était jugée, puis vous avez d'autres mannequins au fil du temps. À un moment donné, vous voyez, est venue une espèce de période où les femmes ont été extrêmement affectés par une espèce d'obsession de la minceur. Puis on nous présentait des corps atypiques qui s'apparentent à, je fais attention à ce que je dis là, mais à des troubles, en fait, ou des corps qui sont difficiles à maintenir en étant en très bonne santé. Tu sais, des corps atrophiés. Puis, tu sais, vous voyez le commentaire sur les hommes, je le fais aussi, c'est aussi des corps atrophiés qui ne me semblent pas en santé. Puis, tu sais, je peux pas dire, tu sais, c'est pas un commentaire sur la santé, mais c'est un commentaire un peu sur le bien-être. Quel modèle on nous présente, pourquoi culturellement c'est jugé enviable. Et regardez cette fameuse Kim Kardashian au bout de ça, qui jumelle un peu la taille d'une des mannequins, j'ai envie de dire, et les courbes d'une autre.
un corps improbable, un corps extrême, un corps modifié, un corps culturellement. Tu sais, qu'est-ce qu'on nous vend? C'est quoi cette chose-là? Puis la personne, elle peut être tout à fait respectable, mais c'est quoi cette espèce d'image-là, chosifiée, qu'on me présente, qui est inatteignable, impossible, rare, puis qui signale un peu la dominance d'un groupe qui me semble un peu délirant. C'est un peu mon commentaire de conclusion, tu sais. Pour moi, puis je fais attention, mais on est dans l'abondance d'informations qui finit par être anxiogène et toxique, l'abondance de tout, l'abondance de programmes d'entraînement, l'abondance de commentaires. Et pour moi, comme sociologue, je note qu'on est un peu dans un âge des extrêmes, tu sais. Puis c'est un peu ma note de la fin. Tu sais, les gens qui sont très en forme ou signalent leur dominance hiérarchique, puis au niveau du temps qu'ils peuvent mettre, puis l'énergie pour être en forme, me semblent être plus en forme que jamais. Tu sais, puis en forme... ça aussi, c'est un commentaire, mais les muscles vont être très gros et ainsi de suite. Puis les activités physiques, des fois, vont être super intenses, comme si pour chasser l'ennui, là, on essaie de retrouver ce réflexe-là, de se lancer dans une espèce d'activité très intense qui prend beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie. De l'autre côté, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'émergence de l'obésité, puis les gens en surpoids, on semble être plus en surpoids que jamais. Là, je prends les mots de l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Fait que, les gens qui sont jugés gros ou grosses, selon des indices imparfaits et très critiquables, qui doivent l'être, il y en aurait plus que jamais. T'sais, donc, on s'inquiète au niveau de la santé et ainsi de suite. Puis c'est comme si on est à l'âge où, je vous dis pas qu'on est un ou on est l'autre, mais on voit une espèce de variété de corps, pour moi, jamais vue, où tu peux l'entretenir, investir dedans, puis ça devient comme un objet où c'est détaché de toi-même, puis ton référent identitaire est juste présenté comme étant une image, où tu risques pas vraiment tes billes, tu sais, t'investis, mais finalement, juste pour avoir une espèce de façade, qui est un bout de ton identité que tu présentes avantageusement, ou de l'autre côté, c'est comme si ça t'échappe, tu sais, ou au niveau génétique ou ailleurs, où tu es dans un environnement obésogène, on nous propose beaucoup de sédentarité, les aliments sont très caloriques, les habitudes alimentaires sont dures à maintenir pour plein de raisons. Et à ce moment-là, ben, on note que l'obésité, finalement, se multiplie, puis c'est même qualifié d'épidémie, et ainsi de suite, puis on doit intervenir. Fait que, tu sais, on vit un peu dans cette période-là extrême, tu sais, qui culturellement est difficile à comprendre, comment on peut s'apprécier là-dedans, puis tout ça. Donc, je conclus. Pour terminer, tu sais, ce qu'il faut retenir, OK? À travers tout ce délire, pourquoi tu nous dis tout ça? Ben, à travers les âges, OK, on a jugé les corps différemment, selon un modèle culturel, selon un cadre culturel. D'une culture à l'autre, ce commentaire-là va varier. C'est souvent la rareté qui est valorisée. Plus on est dans une société traditionnelle, plus notre corps reflète le rôle qu'on joue dans notre société quotidiennement, tu sais, et qui est valorisé proportionnellement au risque qu'on prend pour le groupe. Plus on évolue dans le temps, plus on est dans une société comme la nôtre, postmoderne, très, très dans les médias, dans l'abondance, dans un environnement, j'ai envie de dire, où les calories sont faciles à obtenir, pour dire ça comme ça. Plus là, notre corps va signaler aussi, ou le corps jugé beau ou idéal, va signaler notre appartenance à la dominance hiérarchique, mais avec des modèles, j'ai envie de dire, qui témoignent plus de notre place, où on fait bénéficier les risques qu'on prend au reste du groupe. Tu sais, c'est très, très individuel. On est moins à penser au reste du groupe. Ces risques-là sont transférés, puis on nous propose des modèles que je comprends pourquoi les gens se sentent oppressés par les modèles qu'on regarde. C'est parce qu'ils n'ont rien à voir avec la vie que la plupart des gens vivent et les ressources auxquelles ils ont accès et les aspirations qu'ils ont en dedans d'eux autres. Tu sais. Ça va être spécialement vrai pour les femmes. Qui, pour plein de raisons, on les éduque à avoir un souci du corps dès le plus jeune âge, à être plaisante, à être jugée agréable. Il faut une fille, ça crie pas, une fille, ça sac pas, une fille, ça crache pas, tu sais. Puis une fille doit être, bon, jugée agréable, donc on commente leur corps, ça va être valorisé comme ça, pour être jugé enviable. Puis regardez les modèles que je vous ai présentés qu'on leur présente. En plus, leur corps est médicalisé très vite. Avec les menstruations, on va s'en inquiéter. C'est souvent les gardiennes de la famille, des aînés. Elles s'occupent de la contraception. Donc, les commentaires, même dans leur rapport sexuel, tu sais, c'est elles qui sont les gardiennes de la contraception. Souvent, les gars sont moins là, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de poids autour du corps de la femme et de leur action qui est très intense, très important, très culturel, tu sais, puis qu'on a à adresser tôt ou tard comme groupe.
Donc, mon mot de la fin, c'est celui-là. Réfléchissez à comment vous êtes jugé beau ou belle, comment vous jugez les autres, comment vous les voyez. Rappelez-vous que c'est culturel, qu'il y a un lien avec la symétrie, que tout ça a évolué dans le temps. Puis, comme je dis toujours aux élèves, tu sais, aux étudiants et aux étudiantes, chacun d'entre nous, on a un potentiel à exprimer dans notre société. Puis, ça m'horripile vraiment quand des commentaires culturels ou des modèles vraiment critiquables et puis limités dans le temps qui vont disparaître et se modifier, mais quand ces modèles-là vous oppressent puis vous empêchent d'exprimer votre richesse pour la collectivité, c'est vraiment plate. Fait que bref, j'espère que ces réflexions-là vont vous nourrir, que ça va vous alimenter votre esprit et votre corps, ça va vous permettre de voir le monde qui vous entoure différemment. Puis au plaisir de revenir dans une autre capsule bientôt. Vous pouvez rejoindre Arrimage Estrie en ligne. Comment vous faites sur notre page Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On a un formidable site internet récent, arrimagestrie.com. On va faire d'autres activités. On fait des conférences et ainsi de suite. Il y a d'autres capsules. On a une variété d'acteurs, d'actrices, puis des gens d'à peu près tous les groupes qui nous rejoignent. C'est le fun. Voilà, on aime ça. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de faire cette capsule pour Arrimage Estrie. Nobody knows what happened that day, but everybody says it was insane. It was insane. It was insane.